Milani no pebe lavagno Bemi trone mi akboda Wami be lavagno Mi trone mi akboda Wami lani no pebe lavagno Bebe mi trone mi akboda Wami be lavagno Patriote togolais mi chobiava Ne miawa payano O Togo vikalenta mi chobiava Ne miade Togoa Patriote togolais mi chobiava Ne miawa payano Togo vikalenta mi chobiava Ne miade Togo Ele beniate kamese se no nuitia Togo doale yomi Et nous c'est se fifia Akamanyabe Yanudi godo Elle beniate kamese se no nuitia Togo doale yomi Et nous c'est se nami Akamanyabe Yanudi godo Patriote togolais, mititeva Nemiawa payano Patriote togolais, bébé mititeva Dis-nous droit l'ouvre Patriote togolais, mititeva Nemiawa payano Patriote togolais, grand l'eau, qui nous doit l'eau. Oh Togo yo batami yo milo, viva lo. Afile kwekwe mile viva lo. Kotokoli yo viva lo, kablo viva lo, bo viva lo. Yo milo, masamelo. Amo pata me valo, yo mi, yo lo Togo rien milo, mi valo, viva ne mi avalo, viva mi albuchilo, viva que yo pata mi valo, mi milo, Togo rien milo, mi valo. Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir le Moltra. Merci encore. Je viens de passer le morceau de Don Stache, le compatriote togolais, l'artiste Don Stache qui chante là un appel aux patriotes. Il appelle tous les patriotes à se joindre pour mener le combat et le gagner absolument. Donc, merci beaucoup, chers compatriotes. Merci, Don Stache, pour cet appel vibrant, cet appel patriotique que vous lancez là, dans cette chanson.
encore une fois, merci de partager la vidéo un peu partout. Je vais essayer de distribuer un peu cette vidéo, ce direct. Merci à vous aussi de m'aider à le partager parce que tout ce qui est partagé, en fait, est multiplié ou se multiplie. Voilà. Donc, merci pour votre présence et merci de ce partage dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, etc., Twitter et autres, si vous avez des pages Twitter, etc. Merci de partager la vidéo. Alors, cet après-midi ou ce soir, évidemment, je voudrais discuter un peu avec vous sur l'Afrique, toujours, hein, c'est le même sujet, parce que c'est l'Afrique qui est notre centre d'intérêt. Et donc, nous voulons, encore une fois, parler de l'Afrique cet après-midi pour garder un peu la situation, garder un peu nos problèmes, pour voir où est-ce que nous en sommes, est-ce que nous sommes en train de résoudre nos problèmes ou pas, travailler sur nos problèmes, les résoudre et passer à autre chose, parce qu'évidemment que les problèmes qui sont les nôtres sont des problèmes gigantesques, des problèmes sur lesquels nous devons mobiliser les ressources et les moyens énormes pour pouvoir les affronter, les résoudre effectivement. Et donc, voilà, je voudrais ce soir rediscuter un tout petit peu avec vous, faire le tour un peu de l'actualité aussi, et puis si vous avez des questions ou autres, je suis à disposition pour vous répondre. Donc, merci encore une fois pour votre présence. Invitez vos amis sur la page, etc., etc. Merci encore. Alors, vous le savez très bien, il n'y a rien de nouveau à dire en Afrique. Nous avons suffisamment parlé de notre continent. Nous avons suffisamment documenté la situation en Afrique. Nous savons que la situation africaine est une situation extrêmement compliquée. La souffrance continue sur ce continent, tout simplement parce que ce continent a échappé aux Africains, aux enfants d'Afrique. Donc, évidemment que lorsqu'une terre échappe à ses habitants, eh bien, les habitants souffrent énormément, connaissent toutes les difficultés et sont condamnés quelque part à gémir et à la souffrance, à moins que ces populations décident de s'assumer, d'assumer leurs responsabilités, de prendre véritablement les taureaux par les cornes pour reprendre la maîtrise de leur espace géographique, de leur terre, reprendre la maîtrise de leur terre et ainsi commencer progressivement par reconstruire cette terre. Donc le défi de la reconstruction, c'est cela qui confronte notre peuple depuis que la terre africaine a échappé aux Africains il y a de cela 3000 ans. Ça fait 3000 ans que le peuple noir erre dans le monde, souffre, est en déréliction, est en souffrance, est devenu un petit peuple. Notre peuple est rabougri, sorti de l'histoire. Donc ça fait 3000 ans que nous traînons ces problèmes. Et à un moment donné, il va falloir qu'une génération d'Africains décide de résoudre le problème, d'affronter le système criminel qui est instauré sur la terre africaine, de détruire le cadre colonial dans lequel nous sommes enfermés et ainsi reprendre la terre africaine, la maîtriser et commencer la reconstruction de cette terre. C'est l'unique défi que nous avons et c'est ce défi-là que nous n'arrivons pas à résoudre jusqu'à présent. D'où toutes les difficultés que nous avons. Les enfants d'Afrique souffrent énormément et ces souffrances ne font que s'amplifier parce que le monde dans lequel nous nous trouvons et le monde qui arrive demain est un monde très compliqué, est un monde de compétition, est un monde de combat, est un monde de lutte, est un monde de guerre économique. Et à chaque fois qu'il y a quelque part des peuples qui ne s'assument pas, qui ne maîtrisent pas leur espace, qui ne se dotent pas des dirigeants patriotes capables de les protéger, capables de défendre leurs intérêts de manière absolue, de manière radicale, le tout protégé par un système de défense puissant, eh bien, ces peuples-là ou ces populations sont condamnés. Donc, nous sommes dans un monde qui est hyper compliqué
Et ces complications vont aller en croissant parce que nous voyons très bien le monde de demain se dessiner devant nous. C'est un monde soi-disant multipolaire. Ça veut dire qu'il y aura quelques puissances qui vont se rajouter à la domination occidentale et les grandes décisions seront prises par ces grands pays ou ces grandes puissances. Et c'est pour ça que la Russie, comme je l'ai toujours dit sur cette page, la Russie est en train de se battre énormément pour ne pas être déchue de cette place parce que la Russie voit très bien que l'Occident a planifié sa mort, sa déchéance, pour que les grandes décisions du monde ne soient plus prises en concertation avec la Russie. Et c'est contre ça que la Russie est en train de lutter aujourd'hui. Donc, il faut que les Africains comprennent que le monde multipolaire est un monde dans lequel l'Occident sera en face d'un certain nombre d'autres puissances, notamment asiatiques, et les grandes questions du monde seront traitées, seront discutées, seront tranchées par ces grandes puissances qui vont se rajouter à la domination occidentale. Et comme je le disais tout à l'heure, la lutte que mène la Russie aujourd'hui contre l'Occident, c'est pour éviter d'être déchu, d'être renvoyé de la table des grands. Voilà, la Russie ne veut pas se retrouver dans une situation de puissance moyenne, parce que nous le savons tous, ça fait plusieurs années que Obama avait qualifié la Russie de puissance régionale, parce que, en réalité, les Occidentaux ont planifié la mort de la Russie, l'éviction de la Russie de la table des grands, pour que, évidemment, les grandes questions du monde soient discutées entre les Occidentaux et les puissances asiatiques, notamment la Chine, qui est aujourd'hui la puissance montante et la puissance la plus forte parmi toutes les puissances qui sont en train de monter. Donc, les Occidentaux ont planifié de dégrader la Russie et donc, c'est contre ça que Poutine aujourd'hui est en train de lutter. Et si nous regardons la carte du monde, nous voyons très bien que l'Afrique n'est pas du tout présente. En tant que puissance, on invite les Africains, parfois dans des sommets, soi-disant G7 ou autres. Parfois, on fait une sorte d'invitation à l'Afrique, mais ce n'est pas une invitation qui est basée sur une réalité. En fait, il s'agit d'une cooptation de l'Afrique pour rendre la photo un peu plus jolie, alors que nous savons très bien que l'Afrique, en tant que telle, ne pèse pas grand-chose sur l'échiquier international. Et ça aussi, je l'ai toujours expliqué, pas parce que l'Afrique ne compte pas dans la géopolitique mondiale, mais simplement c'est que l'Afrique n'a pas les dirigeants capables de défendre ses intérêts et de porter ses aspirations. En plus, notre continent, économiquement, ne pèse pas parce que notre continent est soumis au pillage. Notre continent est un continent qui est toujours pillé, enfermé dans un système colonial. Et ce système colonial fait que toutes les matières premières, toutes les richesses de l'Afrique ne profitent pas aux Africains. Ce qui fait que le produit intérieur brut de l'Afrique, ce qu'on appelle le PIB du continent africain, est très faible. Donc notre continent pèse économiquement, bien sûr, sur l'échiquier international, en tant que continent pillé, en tant que continent dépossédé, en tant que continent privé de ses biens par un mécanisme de pillage. Mais officiellement, évidemment, comme ce continent est pillé et soumis à une économie parallèle de pillage, de rapine, de colonisation, à une économie coloniale, eh bien ce continent ne pèse rien, évidemment, dans la géopolitique mondiale, de sorte que, évidemment, quand on invite les dirigeants africains soi-disant à ces soi-disant sommets, eh bien, c'est juste pour faire de la décoration, c'est juste pour faire de la figuration et ainsi colorer la photo pour mettre un ou deux noirs sur la photo de sorte que, bon, on puisse tromper l'opinion mondiale sur la présence dans les grandes instances internationales, alors qu'en réalité, l'Afrique n'y est que pour la photo et juste pour de la figuration tout simplement. Donc voilà la situation qui est la nôtre. Maintenant, est-ce que les peuples africains vont continuer à se contenter de ces situations? Je pense qu'évidemment non, parce qu'un peuple qui veut vivre ne peut se satisfaire d'une telle situation. Et cette situation, aujourd'hui, elle n'a que trop duré. Quand on observe comment l'Afrique est traitée et les problèmes qui sont les nôtres sur ce continent, nous pouvons tout à fait
nous dire que nous ne pouvons pas laisser continuer cette situation d'humiliation, de paupérisation avancée, qui fait que nous sommes relégués au dernier rang sur l'échiquier international. On nous pille, on nous humilie, on nous maltraite. La place de l'Afrique n'est pas du tout enviable sur l'échiquier international. Donc, je pense qu'à un moment donné, la jeunesse africaine va devoir faire preuve de courage et de combativité pour reprendre ce continent, reprendre en main notre continent, pour déployer un programme de reconstruction de notre continent, pour reconstruire ce continent. Parce que sans ça, nous sommes condamnés et nos souffrances vont continuer. On ne respecte pas les faibles, quoi. Les faibles ne sont jamais respectés. Tant que nous allons rester dans cette position de faiblesse, eh bien, rien ne changera. Nous serons toujours l'objet de toutes sortes de maltraitances dans ce monde où il n'y a pas de sentiment envers les plus petits et les plus faibles, quoi. C'est-à-dire que la scène internationale est une jungle. La scène internationale est une jungle où les plus puissants mangent les plus faibles. Et les plus faibles, s'ils ne s'organisent pas, bon, ils sont condamnés à une mort plus ou moins lente, quoi. Et c'est ce que l'Afrique est en train de vivre. Donc la situation est extrêmement compliquée pour notre peuple. Et en tant qu'enfants et fils et filles de ce continent, nous ne pouvons plus continuer à rester dans cette posture attentiste, attendant un sauveur qui va venir nous sauver de nos souffrances et reconstruire l'Afrique pour nous. Donc voilà le vrai défi que nous avons aujourd'hui sur ce continent. Et là-dessus, je pense que la jeunesse africaine, encore que cette jeunesse n'est pas homogène, elle est hétéroclite et il y a beaucoup de pans de cette jeunesse africaine qui ne fait pas son devoir, évidemment. Et donc, cette jeunesse africaine est condamnée à prendre ses responsabilités. Plus vite elle va les prendre, mieux tout se passera pour le continent africain. Donc, voilà un peu la situation de manière globale, ramassée, de ce continent qui est toujours dans une souffrance terrible parce que la terre africaine a échappé aux Africains, bien évidemment. OK. Bon, donc, maintenant, quelle est la situation dans vos différents pays, vous qui nous suivez? Si vous avez des commentaires à poster, je surveille la page YouTube du Moltra pour voir s'il y a des commentaires. S'il y a des commentaires, j'y réponds volontiers. Si vous voulez apporter des contributions, notamment sur ce qui se passe dans vos différents pays par rapport à cette lutte que les Africains mènent depuis la nuit des temps pour pouvoir s'en sortir, dites-le nous. Si vous avez des choses à nous dire, bon, je suis à disposition pour vous écouter là-dessus. Mais je pense que les choses sont claires. Tant que notre continent ne va pas être libéré, eh bien, la situation de souffrance continuera. C'est une équation qui est très simple, quoi. C'est-à-dire que c'est une logique mathématique. À partir du moment où la terre d'un peuple lui a échappé, évidemment que ce peuple est condamné à la souffrance. Et comment est-ce que la terre africaine nous a échappé? D'abord, nous sommes partis de la vallée du Nil, et depuis la vallée du Nil, nous avons fait l'histoire. Progressivement, nous sommes remontés au nord, en Égypte, où l'Afrique, où les Africains avaient développé une des plus grandes civilisations, d'ailleurs jamais égalée jusqu'à présent, qui est la civilisation égyptienne. Finalement, l'Égypte a été défaite par les peuples de la mer d'abord. Depuis 3000 ans, la terre africaine a été envahie. La terre africaine a été envahie par les peuples de la mer, ce qu'on appelle les Hyksos et les Hittites, qui sont venus d'Asie, ont envahi l'Égypte d'abord. Ensuite, les peuples européens sont arrivés, la Grèce antique et tout ça, la Rome, et tous ces pays-là, toutes ces civilisations ont conquis l'Égypte antique, ont défait les Noirs, ce qui a obligé les Noirs à fuir l'Égypte antique pour plonger un peu plus en Afrique subsaharienne. Et à partir de là, ils nous ont chassés de l'Égypte antique. Donc, nous sommes descendus vers le sud. Et dans notre pérégrination, notre peuple a construit des empires, des grands empires, l'empire Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Monomotapa, etc., etc.
bon, nous avons traversé toute cette grande histoire avec plus ou moins de réussite avec les grands empires qui n'ont pas été capables de forger des armes. Ça veut dire que le peuple africain n'avait pas tiré les enseignements de sa défaite en Égypte antique parce que dans les grands empires, notre peuple n'a pas développé les armes capables de le protéger, capables d'assurer sa défense. Ce qui fait que au XIVe siècle, nous avons été soumis, notre peuple a été soumis aux razzias négrières transatlantiques, précédées des razzias négrières arabo-musulmanes. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la traite. En réalité, il ne s'agit pas de traite. Là aussi, il y a une bataille lexicale à mener parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de traite. La traite suppose qu'il y a un échange entre les peuples africains et les peuples qui sont venus le conquérir. En réalité, il n'y a pas eu de commerce, il n'y a pas eu de traite. En réalité, il s'agit des razzias négrières opérées par les arabo-musulmans et opérées par la suite par les Européens. Donc, notre peuple n'a pas su se défendre durant toutes ces périodes historiques, ce qui fait qu'on a déporté de l'Afrique plus de 200 millions de ses enfants les plus valides, les bras les plus solides, capables de développer et de faire progresser la situation économique de notre continent. Donc, à partir de ce moment-là, le continent africain a commencé par décliner. Le déclin a commencé à partir du moment où les razzias négrières ont atteint l'Afrique et que les Africains ont commencé par être déportés sur d'autres continents pour pouvoir développer, travailler gratuitement sur d'autres continents et faire progresser d'autres peuples, notamment le peuple arabo-musulman et le peuple européen notamment. Donc, nous avons connu ces épisodes-là et finalement, quand le système esclavagiste a atteint son apogée, qu'est-ce qui s'est passé? On a colonisé le continent, c'est-à-dire qu'on a importé sur le continent africain le système négrier. On a relocalisé en gros le système d'exportation des Noirs. Au lieu de les exporter, les plus intelligents des esclavagistes avaient prôné l'abolition de l'esclavage et avaient indiqué que le meilleur moyen pour exploiter l'Afrique, c'est de mettre en valeur les terres africaines. Et pour pouvoir mettre les terres africaines en valeur, il ne faudrait plus exporter les Africains, il ne faudrait plus déporter les Africains. Il fallait exploiter les Africains sur leur propre territoire. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la colonisation. Donc la colonisation était une suite logique de l'esclavage des razzias négrières transatlantiques. Parce que, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, des gens les plus intelligents, parmi les peuples qui pratiquaient les razzias négrières, avaient demandé, avaient appelé leurs concitoyens à cesser de déporter les Africains. Il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu des gens qui ont imaginé des raisons religieuses, des raisons éthiques, des raisons de droits de l'homme, etc. Mais tout ça était sous-tendu par un raisonnement purement économique. C'est-à-dire que tous ces courants abolitionnistes de l'esclavage étaient guidés par le principe économique qui est de faire beaucoup de profits avec moins de moyens. Donc, ces gens-là ont théorisé la colonisation en disant « ça ne sert plus à rien d'infliger toutes ces souffrances-là aux Africains, de les déporter et que les terres de déportation étaient arrivées aussi à saturation parce qu'à un moment donné, il y en avait trop, il y avait trop de Noirs sur ces terres d'exportation et qu'on craignait des révoltes parce qu'évidemment, il y avait des révoltes qui ont commencé par surgir sur ces territoires-là. On avait des pertes énormes parce que les Africains mouraient énormément sur les océans. Et bon, les grands penseurs, les grands économistes ont dit non, finalement. La meilleure façon de faire les choses, c'est d'exploiter les Africains en Afrique directement, en faisant la colonisation. Donc, les gouvernements de l'époque avaient accompagné ce mouvement abolitionniste de l'esclavage et finalement, on a abouti à la colonisation, ce qui fait que le système d'exploitation a été exporté maintenant, a été installé sur les terres africaines. Et pour pouvoir imposer
ce système colonial, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû détruire les pouvoirs africains, les royaumes africains, les rois africains, les gouvernements africains. On a détruit tout et on a imposé un système colonial à la place sur le territoire africain. Donc, à partir de là, nous avons perdu la maîtrise de notre espace géographique parce qu'on a détruit nos structures sociétales, nos structures politiques, nos structures économiques et on a mis à la place des structures politiques qui sont des structures coloniales, donc des gouvernorats à la suite desquels seront installés des dirigeants africains d'aujourd'hui que nous voyons. Donc, c'est ça la situation de notre continent. Donc, notre continent a subi une suite de défaites, de souffrances, d'exploitation de systèmes punitifs qui fait que finalement la terre africaine nous a absolument échappé. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur des territoires que nous ne maîtrisons pas du tout parce que nous avons des dirigeants qui nous sont imposés, des dirigeants qui ne viennent pas de la décision des Africains, qui ne sont pas des choix des Africains, des dirigeants qui viennent d'ailleurs, qui ont une mission, qui ont un mandat, qui est de travailler pour le bien de l'étranger. Donc, depuis 3000 ans, notre peuple n'a fait que chuter. Notre peuple n'a fait que connaître des défaites sur défaites à partir du moment où les peuples de la mer ont envahi la terre africaine en Égypte, ont conquis l'Égypte et ont renvoyé les Noirs en Afrique subsaharienne. Et donc, aujourd'hui, c'est cette situation de défaite qui continue. Ce sont les conséquences de cette première défaite que nous avons connue depuis l'Égypte antique qui continue. Et donc, les dirigeants africains que nous avons aujourd'hui, ces gens-là, ne sont pas du tout l'émanation des Africains. C'est un truisme que de dire cela. C'est une vérité qui n'a rien d'une révélation. Donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à cette situation de misère, de paupérisation, de souffrance énorme parce que la terre africaine nous a échappé. Et je l'ai démontré. À partir du moment où la terre africaine a été conquise depuis l'Égypte antique, en passant par les grands empires où les Africains quelque part, n'ont pas retenu la leçon de la perte de l'Égypte antique en développant des armes pour pouvoir se protéger contre les futurs envahisseurs qui ont déjà conquis l'Égypte antique, eh bien, nous sommes amenés à être défaits durant la période des razzias négrières transatlantiques, précédées, comme je l'ai dit, des razzias négrières arabo-musulmanes, ensuite les razzias négrières transatlantiques, et la suite logique des razzias négrières transatlantiques, c'est la colonisation parce que les plus intelligents, durant cette période de déportation des Noirs, via les océans, avaient dit que ce système était amené à disparaître et que ce système était contre-productif et que ce système créait une perte énorme économiquement pour les pays qui déportaient les Noirs. Et donc, on avait développé des courants abolitionnistes qui avaient émergé en ce moment-là, avec différentes idées, à savoir des idées religieuses, des idées humanitaires, etc., etc. Mais l'ensemble de ces idées abolitionnistes étaient guidées par une pensée économique. C'est la rationalité économique qui était derrière toutes ces pensées abolitionnistes. Et donc, ces pensées abolitionnistes ont indiqué que le système de déportation des Noirs, des razzias négrières, doit absolument prendre fin pour que l'Afrique puisse être exploitée véritablement. Parce qu'il y avait d'énormes richesses en Afrique. Les terres africaines sont fertiles, arables, etc. Et donc, il va falloir cesser la déportation des Noirs via les razzias négrières et ainsi maintenir les Africains sur leur sol en les exploitant sur leur propre sol. Et c'est ça qu'on a appelé la colonisation. Et c'est ce système-là qui continue jusqu'à présent. Ce système colonial qui est un système qui est une suite logique des razzias négrières est en train d'être continué aujourd'hui parce que ceux qui ont lutté pour mettre fin à la colonisation ont été assassinés et on nous a imposé à leur place des dirigeants que nous voyons aujourd'hui, la race des Macky Sall, des Houphouët-Boigny, des Senghor, des Gnassingbé Eyadema, etc., etc. Tous ces laquais, on nous les a imposés et ces laquais-là sont en train de donner naissance à la nouvelle génération de dirigeants africains, soi-disant, que sont les Faure Gnassingbé, les Bongo, les enfants d'Idriss Déby, etc., etc. Voilà
nos situations. Donc, depuis 3000 ans, notre peuple ne fait que souffrir. Et ces situations, je le disais tout à l'heure, ne peuvent plus continuer. Parce qu'un peuple qui veut vivre ne peut pas laisser prospérer un système comme celui-là. Et malheureusement, notre attitude démontre que nous ne prenons pas véritablement au sérieux, ou en tout cas à son niveau de gravité, le problème qui est le problème africain, qui est la perte de la maîtrise de notre espace géographique. Nous ne prenons pas au sérieux ce problème. Et tant que nous n'allons pas prendre au sérieux ce problème-là, qui est la perte de la maîtrise de notre espace géographique, nous n'irons nulle part. Parce que nous n'avons pas la maîtrise du sol africain. La terre africaine nous a échappé. Comment pouvons-nous reconstruire cette terre? Toute l'équation est là. Comment faire maintenant pour reconstruire ce continent et résoudre les problèmes qui sont les problèmes des Africains? Regardez tous les problèmes que nous avons. C'est comme si ces problèmes-là ne nous touchent même plus. Nous les avons intégrés et nous fonctionnons avec. On a l'impression que l'Africain est né pour souffrir. Nous avons intégré la souffrance comme une donnée naturelle, comme quelque chose qui est normal chez nous. Sur nos terres africaines, nous avons intégré la défaite. Nous avons accepté nos situations de petitesse. Nous avons accepté ces situations de souffrance énorme. Et nous faisons avec. Nous faisons avec. Nous avons développé des pensées, des aphorismes, des sagesses, des proverbes pour accepter ces situations, pour intégrer et justifier ces situations. Mais franchement, notre peuple va-t-il continuer comme ça? Notre peuple peut-il continuer comme ça? Notre peuple peut-il continuer comme ça? Notre peuple va-t-il continuer comme ça? Je pose la question à la jeunesse africaine. Est-ce que notre peuple va continuer comme ça? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse, d'une gravité exceptionnelle. Ça dépasse tout entendement humain. Nous avons un continent béni des dieux. Nous avons un continent béni. Nous avons tout. Nous avons tout pour faire de ce continent un joyau. L'homme est né en Afrique. C'est une immense richesse. Mais l'homme aujourd'hui est nu en Afrique. L'homme est dénudé en Afrique. L'homme est dans une situation de vacuité totale sur ce continent. Le continent qui a vu l'homme naître voit l'homme dans sa déchéance. Notre peuple est déchu. Le continent qui a vu l'homme naître est dans une souffrance atroce. Et nous avons l'impression que nous ne mesurons pas la gravité de ces situations. Pour prendre nos responsabilités, décider absolument de faire les sacrifices qu'il faut pour arracher ce continent. Parce qu'il s'agit véritablement d'arracher ce continent des mains de ceux qui l'abîment depuis 3000 ans maintenant. Notre continent nous a échappé depuis 3000 ans. Il va s'agir absolument de nous organiser pour l'arracher des mains de ceux qui l'abîment et déployer un plan de reconstruction de ce continent de manière progressive. Ça ne sera pas facile pour nous. Mais nous avons tout pour refaire ce continent et lui donner la place qui lui revient sur le l'échiquier international. L'Afrique dispose de toutes les ressources, à commencer par les ressources humaines, pour reprendre sa place dans l'histoire. Mais la réalité, c'est que nous ne menons pas la bataille qu'il faut pour arracher d'abord la terre africaine. Parce que comment pouvons-nous reconstruire le continent africain si la terre ne nous appartient pas? Comment pouvons-nous construire l'édifice africain, l'édifice nouveau, le nouvel édifice africain, si nous n'avons pas la terre africaine à notre maîtrise, à notre possession? C'est ça le défi. Le défi, il est là. Le défi n'est pas ailleurs. Le défi, c'est comment maintenant faire pour arracher la terre africaine des mains qui la possèdent et progressivement déployer un plan de sa reconstruction. C'est là tout le défi. Donc aujourd'hui, quand on observe,
froidement la situation, franchement, il n'y a rien qui bouge. Ceux qui sont les adeptes des petits pas ou de la petite politique vont dire non, non, ça bouge, non, il ne faut pas voir la situation figée. Non, par rapport aux défis, ça ne bouge pas. La vérité, c'est que par rapport aux défis, ça ne bouge pas sur le continent. Regardez l'état de la diaspora africaine. L'état de la diaspora africaine est déplorable. Sur le continent africain, la jeunesse africaine est laminée. Les dictateurs africains sont dans la place. Ces gens occupent la place et c'est no way. Ils ne laissent rien passer. À part le Mali, bon, maintenant on se contente du Mali. Comment est-ce qu'un grand peuple comme ça, bientôt 2 milliards de personnes, peuvent-ils se contenter d'un seul pays qui, soi-disant, serait en train d'avancer? Ça ne va pas du tout. Sur les 54 soi-disant pays africains, combien de pays sont en train de prendre le chemin de l'élévation? Combien? Il y en a combien? Notre peuple peut-il se contenter de cette petitesse? Notre peuple peut-il continuer à se contenter de ces situations misérables? Avec des dirigeants qui ne nous aiment pas, qui sont contre nous, qui nous sont imposés, qui ne développent rien, qui n'ont aucune politique, qui ne planifient rien, qui ne voient pas les défis qui sont les défis africains. Ces gens sont assis sur leur soi-disant fauteuil présidentiel, ils jouissent du pouvoir, hein? Ils se rajeunissent au jour le jour, pendant qu'ailleurs le pouvoir vieillit en Afrique. Non, non, le pouvoir colonial absolument a la vertu de rajeunir ses détenteurs. Parce que ces gens n'ont aucun devoir, n'ont aucune obligation, ils n'ont aucune obligation avec notre peuple. Ces gens ne travaillent pas pour notre peuple. Ces gens sont des métayers coloniaux au service de l'étranger. Et du moment où ils ont rempli la part de leur contrat en satisfaisant les besoins de l'étranger, eh bien, tout le reste leur appartient. Ils jouissent, ils s'accaparent le pouvoir, ils s'accaparent des biens de notre peuple, et ils vivent bien, et c'est terminé. C'est comme ça que la situation est en Afrique aujourd'hui. Regardez tous les défis médicaux. Où sont les infrastructures de soins de notre peuple? Hein? L'Afrique est confrontée à toutes sortes de maladies. Même les maladies anciennes, les maladies disparues ailleurs, sont encore en Afrique. Mais quelles sont les infrastructures africaines? Où sont les infrastructures africaines? Où sont les infrastructures de soins? Où sont les infrastructures sanitaires de notre continent? Regardez l'aménagement du continent africain. Regardez comment le territoire africain est aménagé. C'est incroyable. Nous avons encore des petits villages isolés, coupés de tout. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que notre continent est figé. La terre africaine est immobilisée, est figée. Nous avons encore de petits villages de quelques centaines de personnes éparpillées ici ou là. Quel développement, quel progrès peut-on faire avec un tel aménagement du territoire? Il n'y a même pas d'aménagement. Il n'y a même pas d'aménagement. Nous avons des ministères d'aménagement des territoires, mais qui n'aménagent rien du tout. Il s'agit, à un moment donné, de rassembler tout ça, de créer des villes, de créer des espaces de vie, de ramener tous ces villages-là, en faire de grands ensembles, autour desquels il y a des terres pour produire l'agriculture, développer ainsi l'agriculture. Il s'agit de réorganiser complètement l'Afrique. Nous avons pensé tout ça. C'est énorme. Tout ce que nous avons à faire en Afrique, demain, c'est énorme. Donc, une véritable politique d'aménagement du territoire qui va commencer par le rassemblement des petits villages éparpillés ici ou là, où des gens sont coupés de tout, n'ayant aucune infrastructure, ni d'école, ni de soins, rien, pas de route, rien du tout. Les gens sont encore dans la brousse, dans la forêt. Il n'y a pas d'État.
Il n'y a pas d'état civil, rien. Non, franchement, la situation est terrible. Ça fait mal, extrêmement mal. Donc, une véritable politique d'aménagement du territoire africain demain. Nous devons redessiner l'espace africain, créer de nouvelles structures, des espaces de vie nouvelles et permettre aux Africains de vivre autrement, produire, leur donner les infrastructures qu'il faut, hein, et faire progresser notre peuple. Regardons sur le plan éducatif, regardez l'état de l'école coloniale, l'état de l'école africaine. Non, franchement, ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Nous avons fait des vidéos sur l'école africaine, dont une qui est très célèbre, nous avons parlé de l'école africaine, l'école coloniale africaine. Regardez ce que l'école coloniale africaine produit. C'est avec ça qu'on va pouvoir reconstruire l'Afrique de demain. C'est impossible, absolument. Donc là également, il y a un défi énorme. Les infrastructures routières, l'Afrique traîne les pas. Nous n'avons pas les infrastructures adaptées. Alors que la population africaine se multiplie. Hein? Et où sont les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures aériennes pour transporter les Africains, les déplacer? Une politique de transport du continent africain, elle est où? Une véritable politique de transport africaine, une véritable politique de transport en Afrique, elle est où? Nulle part. Nulle part. Non. Non. Vous savez, sans État, les peuples sont condamnés. Et le problème de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas d'État. Ça aussi, nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Nous n'avons pas d'État. Nous avons des enclos coloniaux qui font office d'État. Ce n'est pas avec ça que l'Afrique va pouvoir avancer. Ce n'est pas possible. Nous sommes condamnés tant que nous allons rester dans ces espaces-là. Les espaces que nous avons en Afrique ne sont pas faits pour faire progresser notre peuple. Il est impossible de faire avancer un peuple avec ces espaces-là. Et ces espaces ont encore plus de problèmes quand ces espaces sont dirigés par les dirigeants africains que nous avons aujourd'hui. Voyez? Donc, tout est contre nous aujourd'hui sur ce continent-là. Tout, absolument tout est contre notre peuple. Voilà pourquoi notre peuple doit adopter une attitude guerrière. Notre peuple doit être dans une logique révolutionnaire. Notre peuple doit être un peuple chaud, mais un peuple chaud qui a extrêmement travaillé sur son organisation. Parce que aujourd'hui, sans organisation, nous voyons très bien que tout patine en Afrique. Nous patinons, nous faisons du surplace. Nous n'avons aucun résultat concret. Nous avons de grands discours, oui. Nous avons quelques étoiles filantes dans le ciel africain, oui. Mais tout ça ne mène à aucun résultat de manière concrète. Notre problème, il est là. Parce qu'en matière d'organisation, nous sommes nuls. Nous ne sommes pas suffisamment organisés. En tout cas, nous ne sommes même pas organisés du tout. Il n'y a rien dans la réalité. Il y a quelques individus qui crient. Bien sûr, il y a quelques individus qui font un travail, qui essaient de mobiliser, etc. Mais concrètement, nous n'avons pas les structures. Pour mener la bataille à la hauteur des défis, il va nous falloir travailler dur, transpirer, souffrir énormément, travailler matin, midi, soir. Parce que le défi qui est en face de nous est un défi immense. Le défi colonial, c'est un défi énorme. Et les peuples qui ont réussi à se sortir de la colonisation ont énormément souffert. Ces peuples-là ont beaucoup donné, se sont donnés énormément de peine, se sont sacrifiés, ont sacrifié beaucoup de temps, d'énergie, du sang, de leur sang, pour pouvoir arriver à se dégager du système colonial et à entamer leur reconstruction.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'esprit sur le continent africain? Est-ce que sur le continent africain, nous sommes dans cette volonté, dans cette détermination sans faille, où nous travaillons matin, midi, soir, nous cherchons des solutions matin, midi, soir, pour nous sortir de ces situations? Est-ce que nous travaillons sur l'organisation? Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous trouvons les discours les plus radicaux, c'est-à-dire des discours qui vont au fond des choses? Et est-ce que nous trouvons des leaders qui nous parlent sincèrement, qui sont des gens honnêtes, qui ne sont pas dans la recherche des applaudissements et qui ne sont pas dans le matu vu permanent, qui ne sont pas dans la théâtralisation, qui nous appellent à nos responsabilités véritables? Est-ce que nous arrivons à identifier parmi nous ces gens-là et les suivre, les renforcer, venir les soutenir, leur apporter le soutien qu'il faut? Est-ce que les idées les plus lucides, est-ce que nous les partageons? Est-ce que nous les véhiculons? Est-ce que nous les défendons? Est-ce que nous les portons au sein du peuple africain? Est-ce que nous sommes dans cette douleur de la perte de la maîtrise de notre espace vital? Est-ce que nous sommes touchés par cette défaite? Est-ce que nous sommes touchés par la défaite de notre continent? Est-ce que nous voyons la souffrance de notre peuple? Et est-ce que nous avons une réflexion collective sur cette souffrance-là? Ou bien nous allons continuer comme nous sommes en train de le faire là, dans une réflexion individualiste, dans la recherche de solutions individualistes, pour chacun essaye de se tirer d'affaire, essaie de survivre. Est-ce que nous allons continuer dans la survie, dans la petite survie pitoyable? Est-ce que nous allons continuer comme ça? Ou bien est-ce que nous allons à un moment donné nous élever et trouver parmi nous des structures et des gens qui sont capables de nous porter, de nous former et de nous amener au combat véritable? Non, chers amis, je ne sais pas. Pour le moment, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Je voudrais remercier Chris, s'il est toujours là. Je voudrais remercier le frère Matic Civilisation aussi, qui nous a salués. Nous saluons aussi très fraternellement. Mais pour le moment, nous ne voyons pas beaucoup de commentaires. Je vois qu'il y a des gens sur la page, mais je ne vois pas beaucoup de questions ni de commentaires pour le moment. Chers amis, et la situation africaine est une équation logique. Quand je vais donner des exemples précis, dans la vie d'un homme ou d'un être humain, quand vous voulez construire une maison, vous avez un plan. Vous avez envie de construire une maison à plusieurs étages avec des commodités que vous souhaitez. Voilà, très bien. Mais vous avez ces idées-là. Vous avez d'abord cette idée de construire. Mais si vous n'avez pas la terre, si vous n'avez pas l'espace, vous avez beau imaginer un plan, vous avez beau imaginer une belle maison, eh bien, tant que vous n'avez pas la terre, vous ne pouvez pas construire. Donc, la terre est l'élément premier pour toute construction ou reconstruction. Voilà. C'est-à-dire que la terre, l'espace, est l'instrument premier. C'est d'abord l'outil premier dont un homme doit disposer. Si vous voulez construire une maison, vous devez d'abord disposer de la terre, donc de l'espace d'abord. Il en est de même pour les peuples. Quand un peuple est conquis, défait, sa terre lui a échappé, la première des batailles que ce peuple doit mener, c'est d'abord la reconquête de son espace qui lui a échappé. C'est d'abord de reposséder sa terre. Comme un homme ne peut pas construire une maison sans terre,
Un peuple ne peut pas construire un pays, ne peut pas construire de prospérité, ne peut pas construire de progrès si ce peuple n'a pas de terre. La terre est le bien premier. Donc, si en tant qu'individu, vous êtes dans votre maison, puis qu'il y a des envahisseurs qui sont venus, vous ont pris votre maison, vous ont arraché votre maison, vous ont chassé de votre maison. Si demain, vous voulez reprendre ou bien reconstruire quelque chose, vous devez d'abord reposséder, vous devez aller reconquérir d'abord votre terre, la terre qui vous a été arrachée, vous devez d'abord la reconquérir. Il en est de même pour les peuples. Donc, le peuple africain, on l'a privé de sa terre. Pardon. On a privé le peuple africain de sa terre en détruisant les structures politiques, les structures économiques, les structures sociétales, les structures juridiques. On a détruit tout sur le continent africain et on nous a imposé un système colonial qui a suivi le système d'exploitation des razzias négrières transatlantiques, précédé des razzias négrières islamo-musulmanes, qui elles-mêmes sont précédées des invasions des peuples de la mer, à savoir les Hittites et les Hyksos, qui nous ont chassés de l'Égypte antique depuis 3000 ans. Donc, pour que le peuple africain reconstruise l'Afrique, il va falloir absolument mener la bataille physique d'abord de la reconquête de l'espace africain. En faisant quoi? En s'attaquant aux structures qui sont implantées sur le continent africain à partir de notre défaite. Donc les structures coloniales, nous devons d'abord nous attaquer aux structures coloniales. Et les structures coloniales sont incarnées aujourd'hui par le leadership africain, c'est-à-dire les dirigeants africains. C'est ça l'explication historique qu'il faut garder en tête en toutes circonstances. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui dirigent l'Afrique, ce sont ces gens-là, ce sont ces lieutenants coloniaux qui maîtrisent le continent africain en faveur de l'étranger. Ce sont des lieutenants. C'est-à-dire que ces gens tiennent les lieux en faveur de l'étranger. Ce sont ces gens-là qui maintiennent toute l'architecture coloniale à travers l'école coloniale, l'économie coloniale, l'agriculture coloniale. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui en Afrique comme structure coloniale est maintenu et soutenu par les soi-disant dirigeants africains. Voilà pourquoi le premier combat que nous devons mener, c'est la destruction des soi-disant gouvernements africains, qui sont l'incarnation de l'État colonial. Voyez? Donc, tant que nous n'allons pas faire cette première bataille et la gagner, c'est-à-dire chasser ceux qui incarnent la colonisation sur la terre africaine, reprendre la terre africaine, nous ne pouvons jamais reconstruire la terre africaine. C'est impossible. Parce que la maîtrise de la terre, la maîtrise de l'espace, c'est ça qui vous donne les outils pour pouvoir reconstruire votre maison. Si votre maison est détruite et possédée par quelqu'un d'autre, vous devez d'abord chasser cette personne-là, reprendre la terre et ensuite déployer un plan de reconstruction ou de réaménagement de votre espace. Donc, le peuple noir, tant qu'il ne va pas reposséder le continent africain, est condamné. C'est tout. C'est une logique. C'est une logique mathématique. C'est une logique mathématique. C'est-à-dire que tant que la terre africaine ne va pas nous revenir, ne va pas revenir au peuple africain avec des dirigeants patriotes sérieux, des gens visionnaires, des gens qui aiment notre peuple, qui vivent la douleur de notre peuple, qui connaissent le parcours historique douloureux de notre peuple, pour ne plus permettre que le peuple africain souffre de quelque manière que ce soit, des gens qui aiment profondément notre peuple, qui le portent, qui sont amenés à soigner les blessures de notre peuple, eh bien, la situation ne changera pas. Chers amis, je vous remercie. Je n'ai pas l'habitude, comme je l'ai toujours dit, de faire de la prostitution ou de
d'être un mendiant. Mais je vois que pour le moment, il n'y a que 3 pouces ou 3 j'aime à cette vidéo. Est-ce qu'il y aurait un problème? Est-ce que ce que je dis ne vous convient pas? Si ça ne vous convient pas, vous pouvez mettre aussi des pouces en bas. Hein? Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, je ne vois que 3 j'aime. Donc, vous pouvez aimer la vidéo. Merci. Je vois qu'il y a une personne qui vient de liker. Donc, merci de liker la vidéo. Et merci également de poser des questions, de laisser des commentaires, de me dire comment la situation est dans vos différents pays, comment ça se passe, quelle est l'étape de la lutte à laquelle vous êtes, ou comment vous voyez les choses, etc. etc. Donc, vous êtes tout à fait amenés à participer. Ne soyez pas des consommateurs passifs de ce qui est produit, mais soyez des acteurs, participez. Au moins sur la toile, on peut participer. Si sur le terrain, nous sommes absents, au moins sur la toile, essayons de participer en posant des questions, en faisant des commentaires, etc., etc., pour aider à faire progresser la réflexion. Au moins ça. Ne soyons pas non plus passifs sur la toile. Merci. Donc, je disais que la terre est l'outil premier pour tout peuple. Quand un peuple est défait, sa terre possédée par d'autres, sur ces terres, on a installé des dirigeants anti-peuple, anti-patriotes, des gens qui sont comment le dire, je ne sais même plus, je ne veux même plus qualifier les dirigeants africains, les tyrannosaures africains, je ne veux même plus les qualifier. Ça ne sert plus à rien. Nous avons qualifié ces gens suffisamment. Donc, nous avons la terre africaine qui nous a échappé et sur laquelle on a imposé aujourd'hui un système qui est contre le peuple noir. Donc, l'attitude du peuple noir doit être l'attitude d'un peuple à la recherche de la reconquête de son espace. Voilà, c'est une équation logique. Et tant que ce premier pas n'est pas fait, il ne se passera rien sur la terre africaine. Nos souffrances vont continuer. L'économie africaine continuera d'être tournée à l'extérieur. L'agriculture africaine continuera à produire des produits d'exportation, café, cacao et tout ce que vous connaissez, l'arachide, les fruits, etc., etc. L'école africaine continuera à produire des aliénés mentaux qui ne comprennent rien, qui ne sont que des individualistes forcenés, qui veulent absolument réussir au détriment de notre peuple et qui vont continuer à vouloir forcer notre peuple dans ce système, à travailler pour le bien de ce système. Donc, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Et plus le temps passe, plus les problèmes vont s'aggraver parce qu'aujourd'hui, quand on voit même la nouvelle génération, on se dit même que, voilà, il y a une déclinaison, il y a un déclin du peuple noir. Le combat est en train de décliner. C'est-à-dire que les nouveaux outils de la communication et de l'information, ces outils-là, peut-être, font en sorte que nos messages sont beaucoup plus... C'est-à-dire que nous avons plus de facilité à faire passer nos messages parce que nous avons des plateformes, nous bénéficions de ces plateformes, etc., etc. Mais encore une fois, un message doit produire des effets. Un message doit entraîner. Un message qui n'entraîne pas des actions ou des actes ne sert à rien. Parce que le verbe, c'est de l'action. Le verbe est appelé à être transformé en action. À partir du moment où nos discours ne sont pas transformés en actes et que nous ne recevons aucun retour, ou pratiquement pas de retour, pour être plus exact, eh bien, il ne se passe rien, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que les Africains espèrent. Les Africains, peut-être que les Africains pensent que nous, Africains, nous pensons que un jour, les choses vont changer brutalement et que nous n'avons pas besoin de nous gêner outre mesure ou bien que nous avons déjà trop payé pour notre libération et pour la reconstruction de l'Afrique. Nous estimons que le prix que nous avons déjà payé est assez suffisant. Nous nous trompons. L'Asie
qui a réussi à se sortir des griffes de la colonisation, a payé un tribut énorme. La Chine a dû payer un prix colossal pour être où elle est aujourd'hui. Si nous pensons que la Chine que nous voyons là, avec cette facilité aujourd'hui, à développer des infrastructures, à construire, à avoir une voix sur la scène internationale, à être un pays respecté, etc., etc. Si nous pensons que c'est du hasard et que ce n'est pas un travail qui est derrière, que des tonnes de sang n'ont pas coulé, que la Chine, les Chinois n'ont pas donné tout ce qu'il faut, n'ont pas mouillé le maillot, comme on le dit souvent, que les Chinois ne se sont pas sacrifiés, n'ont pas donné de leur vie, et que des générations de Chinois entières ne se sont pas sacrifiés pour que la nouvelle génération de Chinois aujourd'hui puisse profiter. Parce que des Chinois se sont dit plus jamais ça. Nous ne pourrons plus être dans notre pays, nous ne voulons plus et nous ne serons plus jamais des esclaves sur les terres chinoises. Ce pays nous appartient. Donc, nous allons verser notre sang pour que nos enfants, pour que nos descendants ne puissent plus jamais connaître ce que l'état de servitude que nous autres Chinois de l'ancienne génération nous avons subi. Si l'Africain n'a pas encore intégré cette dimension prospectiviste, cette dimension historique, futuriste, en se disant, nous, notre devoir, le devoir de la génération actuelle, ce n'est pas de laisser un continent encore enchaîné à nos enfants. Ce n'est pas la vie à tout prix. La vie à tout prix, y compris dans la servitude, ce n'est pas une vie. Et donc, l'Africain doit changer son paradigme, sa façon de penser. Sinon, la situation ne changera pas. Nous n'allons pas être les acteurs de la libération ni de la reconstruction de ce continent. Tant que nous n'allons pas changer de paradigme intellectuel, de la réflexion, tant que nous n'allons pas changer de réflexion en nous disant que notre sang doit fermenter la liberté de demain de notre continent et que nos enfants, nous devons nous sacrifier pour eux, pour faire en sorte que nos enfants ne puissent pas retrouver une Afrique enchaînée, mais retrouvent une Afrique libérée par leurs parents. Et que nous transmettons ainsi à nos enfants une responsabilité, celle de définitivement affranchir l'Afrique et sécuriser notre terre, protéger définitivement la terre africaine. Eh bien, il n'y en a rien. Parce que si nous pensons qu'il y aura une génération consciente, une génération spontanée, qui va naître spontanément et qui va faire de la magie, et que sans travail logique, sans une chaîne dans le travail, j'arrive même plus à expliquer les choses. Parce que nous en avons parlé depuis, ça fait 20 ans que nous disons les mêmes choses. C'est-à-dire que chaque génération doit transmettre aux générations suivantes les outils pour que le peuple puisse être élevé. Il ne faut pas transmettre des outils de la défaite à nos enfants. Il faut transmettre des outils du progrès, de la libération, de la victoire à nos enfants. Et le minimum que nous puissions faire, c'est d'affranchir l'Afrique, c'est de mener la bataille, la bataille géographique, la bataille pour la reconquête de notre espace géographique. C'est ça que nous devons transmettre à nos enfants. Mais cette bataille-là, est-ce que nous la menons? Elle est où cette bataille-là? Elle est où cette bataille? Concrètement, elle est où? Où sont les outils organisés que nous avons? Où sont les outils organisés que nous avons? Normalement, chaque week-end, il ne peut pas y avoir un week-end où les Noirs ne se réunissent pas partout pour réfléchir, pour travailler, discuter, travailler sur l'organisation. Il ne peut pas y avoir un week-end où les Noirs ne travaillent pas, ne se voient pas. Partout dans ce monde, partout où les Noirs sont, nous devons absolument chaque week-end, au minimum, nous voir chaque week-end pour travailler, réfléchir, nous solidariser, construire des ponts, construire des outils de travail entre nous. Mais où sommes-nous? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire des fêtes ou... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Un peuple n'avance que
lorsque les générations futures sont plus grandes que les générations précédentes. Un peuple n'est grand, un peuple ne progresse que si, les générations suivantes sont plus fortes que les générations précédentes. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique-là, ou bien nos enfants sont plus faibles que nous? Oui. Les optimistes à tout craint, les optimistes béats, peuvent dire non, non, tout va bien, nos enfants sont là, non, les choses vont mieux, l'Africain prend conscience, regardez maintenant, il y a plein de gens qui prennent conscience, regardez, il y a quelques années, le discours panafricaniste n'était pas tenu comme ça, maintenant il y a une profusion de discours panafricanistes, etc. Il y a plein de choses qui se passent, et donc non, non, il ne faut pas être pessimiste, etc., etc. Ça, c'est l'optimisme béat, qui n'est suivi d'aucune action, qui croit qu'il suffit de prononcer des mots pour que les choses changent. Non, les peuples ont transpiré, ont sué. Des peuples ont versé de leur sang pour être au niveau où ils sont aujourd'hui. Les grands peuples que nous voyons sur la scène internationale se sont sacrifiés énormément. C'est des batailles et ces gens continuent de mener la bataille pour affermir leur position et confirmer leur position, pour ne pas chuter. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Poutine qui est en train de tout faire pour que sa Russie natale ne soit pas déchue par les Occidentaux. Parce que Poutine est conscient que les Occidentaux veulent défaire son pays et l'exclure ainsi de la scène internationale et donc l'éloigner des grandes questions internationales. Voyez? Nous n'avons même pas, je ne sais même pas quoi. Nous, on est où là? Sur l'échiquier international, nous sommes où? Parce qu'évidemment, nous n'avons pas résolu nos problèmes domestiques. Un peuple ne peut pas émerger sur la scène internationale s'il n'a pas encore résolu ses problèmes domestiques, ses problèmes locaux. Or, tous les problèmes africains sont encore là. Et nous voulons aller où? Nous pouvons faire quoi? Nous pouvons peser quoi sur la scène internationale alors que tous les problèmes africains sont entiers aujourd'hui sur le continent africain. Ça fait 3000 ans que nous traînons ces problèmes. Parce que tout simplement, l'espace africain nous a échappé. C'est ça qui fait que nous sommes dans cette posture, nous sommes dans cette situation de petitesse. Parce qu'on a détruit tout chez nous et on nous a imposé des dirigeants fantoches, des gens qui sont des lieutenants qui maintiennent le système colonial sur le sol africain. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, la force populaire est capable de renverser cette dynamique-là. Il faut que la jeunesse africaine intègre cette vérité, que tous les peuples, à un moment donné de leur vie, ont pris leurs responsabilités, se sont assumés et ont donné le coup de poing fatal au système colonial qui leur sont imposés. C'est tout. Voilà. Soit nous sommes capables de faire ça et nous allons nous en sortir. Donc, notre peuple va progresser. Ça veut dire que nos enfants vont progresser, seront plus forts que nous, parce que la logique d'un peuple, c'est que les enfants d'un peuple doivent être plus forts que leurs parents. C'est comme ça le progrès. Le progrès d'un peuple, c'est lorsque les générations suivantes sont plus fortes que les générations précédentes. Mais ça se construit. Ce n'est pas une donnée première. Ce n'est pas une donnée première, c'est une construction. Alors, il y a le frère Matic Civilisation me pose la question de savoir, que pensez-vous des BRICS qui veulent financer un projet en Afrique pour l'extraction de l'or avec l'appui d'une banque indienne? Est-ce que ce n'est pas une forme nouvelle de colonisation? Non. Le progrès d'un peuple ne peut pas être pensé de l'extérieur. Ça répond à votre question? C'est tout simple. Aucun peuple n'est fait pour faire le bonheur d'un autre. Sur la scène internationale, aucun pays, ni aucun ensemble de pays n'est fait pour faire le bonheur d'un autre peuple. Si un peuple est affaibli,
Sa terre lui est confisquée, on lui a imposé un leadership imbécile, tocade, colonial. Ce peuple est maîtrisé par un ensemble d'outils, à savoir l'école coloniale, la religion coloniale, toutes les infrastructures coloniales encadrent et quadrillent notre peuple, et bien évidemment que ce peuple ne peut pas progresser. Les autres peuples ne sont pas faits pour faire le bonheur des peuples affaiblis sur la scène internationale. Sinon, le monde serait un monde équilibré ou un monde idéal. Ça veut dire que les grands pays, les grands peuples seraient là pour prendre la main des plus petits, des plus affaiblis, des plus misérables et miséreux, et progressivement vont les sortir de leur misère. Non, ce n'est pas comme ça. La construction de l'Afrique ne peut pas venir de l'extérieur. Que ce soit des BRICS ou d'un autre ensemble alternatif à l'ordre mondial occidental, le salut de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur. C'est tout simple. Donc, si les Africains continuent à rêver, à rêvasser avec ces histoires de BRICS, des Indiens, des Brésiliens, des Chinois, etc., l'Afrique du Sud elle-même qui est confrontée à pas mal de difficultés, qui ne résout pas ces problèmes parce que nous sommes partis de Nelson Mandela à Cyril Ramaphosa aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Non, tout ça c'est de la mascarade. Donc les BRICS ne vont pas développer l'Afrique à la place des Africains. Les Africains doivent eux-mêmes se débarrasser du système colonial qui leur est imposé. Les Africains doivent eux-mêmes travailler dur, transpirer, souffrir, verser de leur sang, faire des sacrifices énormes, pour arracher l'Afrique des mains de ce système colonial, se doter de nouveaux dirigeants, patriotes, avisés, des gens qui aiment fondamentalement notre peuple, des gens qui sont radicalement opposés à toutes sortes de corruption, qui sont prêts à donner tout ce qu'il faut pour sortir l'Afrique de ces situations. Voilà le type de leader qu'il faut pour défendre les intérêts de l'Afrique sur la scène internationale. Les BRICS vont aller construire l'Afrique à la place des Bongo, ou des Fonya Singbe, ou des Alassane Ouattara, ou des Sassou Nguesso. Non, ils sont sérieux. Donc les BRICS vont exploiter l'Afrique. Les BRICS, notamment le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie, sont dans une logique de défense de leurs intérêts. C'est tout simple, quoi. Donc il faut que les Noirs comprennent que, d'ailleurs, les Indiens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour se sortir du système colonial? Les Indiens continuent de souffrir des séquelles de la colonisation. Les Indiens ne sont pas totalement sortis du système colonial. La Chine, c'est le seul pays qui a véritablement réussi à casser de manière définitive ce système colonial et est aujourd'hui sur le toit du monde. L'Inde est en train d'avancer, bien sûr, mais l'Inde est encore trop dans des compromissions avec l'Occident. L'Inde continue d'avoir des complexe colonial envers l'Angleterre, le monde anglo-saxon, etc. Donc, l'Inde n'a pas totalement fait sa mue. Même si l'Inde a beaucoup lutté et est sur la voie, l'Inde est une puissance en devenir. Elle est en train de travailler énormément pour être la deuxième puissance économique du monde demain. Et elle va le faire. Mais pour le moment, l'Inde traîne encore les séquelles de la colonisation parce que l'Inde a encore ce complexe-là du colonisé dont la Chine s'est débarrassée depuis, et voilà pourquoi la Chine est beaucoup plus avancée. Donc, l'Inde sait ce que c'est que la lutte pour la libération, la lutte pour reconquérir ces terres. La Chine en sait quelque chose, la Russie de Poutine en sait quelque chose. La Russie de Poutine est en train de se battre aujourd'hui. La Russie s'est tout battue pour ne pas être un cerf pour les pays occidentaux. Le Brésil sait très bien ce que c'est qu'une lutte de libération. Donc, ce ne sont pas ces pays-là qui vont venir construire l'Afrique à la place des Africains. Donc, non, effectivement, ces pays-là sont dans une logique économique. C'est la guerre économique. Chacun veut survivre, chacun veut vivre aux dépens de l'autre. Donc, c'est la guerre économique. Et la guerre économique, ce sont les intérêts. Donc ces pays-là, soi-disant BRICS, sont dans une logique de défendre leurs intérêts et ces pays ont tiré les enseignements de ce que l'Occident a fait dans le monde. Donc eux, ils n'ont pas un discours paternaliste
et méprisants envers les peuples. Ils ont un autre discours, mais la finalité est la même, c'est-à-dire tirer au maximum des biens du sol africain pour leur propre progrès et pour leur propre stabilité économique, etc., etc. Donc ces pays sont tout à fait lucides et ne vont pas venir aider les Africains à se développer. Chaque pays se développe à partir de ses propres ressources, à partir de ses propres dirigeants patriotes qui se dotent d'un plan de progrès et de développement, d'un plan de construction ou de reconstruction de leur pays. Si un peuple n'a pas ces dirigeants-là, bon, ça fait son problème, c'est tout. Voilà, donc oui, il s'agit d'une nouvelle forme de colonisation, sauf que les BRICS n'ont pas un discours méprisant, un discours droit de l'hommiste, soi-disant, et un discours humaniste et humanitaire qui cache en réalité les intentions économiques. Non, ces gens-là disent qu'ils sont dans une logique de partenariat. Or, l'Afrique, dans sa faiblesse, ne peut pas faire de partenariat. Personne ne fait de partenariat avec des gens affaiblis. Les gens affaiblis, on les domine, on les conquiert, on les exploite, on les soumet et on les utilise. C'est tout, c'est ça la logique du monde. Donc, si les Africains ne veulent pas comprendre ça, bon, on peut tout continuer à acclamer les BRICS en pensant que les BRICS vont faire quelque chose pour nous, mais rien ne changera. D'ailleurs, ça fait un moment que ces BRICS, soi-disant, sont là. Mais concrètement, il se passe quoi? Non. Vous dites, oui, multi-civilisation, c'est grave. On n'enseigne même pas en Afrique cette lecture critique de notre histoire. On doit aller sur les réseaux sociaux ou acheter des livres à se centrer pour connaître la vérité historique. Absolument. Dès lors que l'école, c'est ça que j'ai dit, dès lors que l'école coloniale est en place, comment est-ce qu'on peut enseigner la vérité historique aux Africains? Ce n'est pas possible. Donc les structures coloniales sont faites pour maintenir le peuple colonisé dans la petitesse, dans l'étroitesse. C'est tout, c'est comme ça. Voilà pourquoi je dis encore une fois, voilà pourquoi je dis encore une fois que il n'y a pas de salut pour notre continent si les structures coloniales sont maintenues en Afrique. C'est une logique. Il n'y a même pas de miracle ni quoi que ce soit espéré sur un continent qui a conservé toutes les structures coloniales à travers les dirigeants africains qui sont là, qui sont des lieutenants, qui maintiennent tout ça, qui maintiennent toute cette architecture coloniale et qui sont dans la place et qui ne jouent pas, quoi. Ces gens ne jouent pas, ils rigolent pas, ils sont dans une logique de maintien parce que tout simplement ce système leur profite bien et eux ils n'en ont rien à foutre, quoi. C'est nous, c'est le bas peuple qui souffre. Et si le bas peuple n'est pas capable de trouver en son sein des Africains sincères, des Africains dignes, des Africains honnêtes, des Africains combatifs, et qui ont dédié, comme nous l'avons fait depuis toutes ces années, hein? Nous avons dédié notre vie à ce peuple-là. Hein? Mais aujourd'hui, quand nous voyons les résultats, bon, c'est décevant. Donc, voilà. L'école coloniale ne peut pas produire une vérité, ne peut pas produire de la vérité historique. C'est impossible. L'école coloniale, justement, elle est faite pour produire des aliénés mentaux, des gens déviés de leur trajectoire naturelle de connaissance et de progression. L'école coloniale nous a rabougris, nous a rendus très petits, et c'est sa vocation. Donc, ceux qui ont théorisé l'école coloniale avaient dit clairement que le système colonial va arriver à un moment donné à son apogée et les Africains ne vont pas accepter, continuer comme ça. Donc, pour que le système puisse continuer, il va falloir créer des centres de formation pour semer dans la tête des Africains l'esprit du blanc, l'esprit du colonisateur et les intérêts du colon, pour que, quand les Africains parviendront à se réveiller, eh bien, qu'eux-mêmes, ils soient transformés en des défenseurs de leur propre suggestion, de leur propre colonisation. Donc, les grands penseurs
ceux qui ont pensé l'école africaine, ont théorisé sur des futures révoltes qui vont surgir en Afrique, ce qui n'a pas manqué parce que ces gens ont tiré les enseignements de la colonisation des Amériques où les Anglais s'étaient révoltés contre les Britanniques et ont chassé les Britanniques pour reprendre la possession de la terre américaine. Ils ont tiré les enseignements de ce qui s'est passé en Asie. En plus de ça, ils ont tiré les enseignements. Les grands théoriciens ont étudié tout ça et ils ont étudié tous les systèmes coloniaux depuis la haute antiquité. Ils ont étudié comment les Romains perdaient leurs colonies, etc. Et ils ont imaginé que pour faire perdurer la colonisation au-delà des gouverneurs coloniaux, au-delà du système direct d'administration coloniale, eh bien, il va falloir créer des écoles pour former des Africains, de sorte que les Africains deviennent les acteurs de leur propre domination, de leur propre colonisation, où ils auront à apprendre à l'école du maître les idées du maître et développer et faire progresser ces idées-là. C'est tout simple. Ça aussi, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Il y a des vidéos sur l'école africaine que vous pourrez trouver sur la page Facebook du Moltra ou bien sur la chaîne YouTube du Moltra. Donc, l'école coloniale ne peut pas enseigner la vérité historique, c'est impossible. Voilà pourquoi nous essayons, par ces types de vidéos, de conférences, etc., de donner une lecture réelle, une lecture authentiquement africaine de la réalité, ouvrir les yeux aux Africains à la suite des grands hommes qui ont déjà fait plein de choses sur le continent africain, qui se sont sacrifiés pour l'Afrique, pour essayer d'éveiller la conscience africaine à la conscience historique pour que les Noirs comprennent quel est leur réel parcours dans ce monde, dans cette vallée humaine. Ce n'est qu'en état conscient de ce parcours douloureux, catastrophique, pour pouvoir, en ce moment-là, se forger les outils qu'il faut pour avancer. Voilà, parce que pour le moment, nous ne sommes pas du tout dans le combat, nous sommes absents, nous sommes complètement tétanisés. La jeunesse africaine joue, elle s'amuse, elle rigole de tout, et les dictateurs africains profitent de tout ça. Bon, tout ça entretenu par l'Église, hein, les religions chrétiennes et islamistes, etc., etc. Donc, voilà, nous sommes noyautés, quoi. Nous sommes noyautés, nous sommes enfermés dans quelque chose qui est extrêmement grave. Et c'est en fonction de cette gravité-là que nous devons travailler et forger les outils, quoi. D'où notre souci de constater que, pour le moment, notre peuple n'est pas à la hauteur de la gravité du problème. Voilà, pour le moment, nous ne voyons pas les Africains en train de prendre au sérieux, de vivre cette douleur-là de manière radicale, de la vivre de façon... Vous voyez, nous avons même vieilli avant l'âge, quoi, parce que nous avons tellement intégré cette douleur. Nous vivons avec cette douleur. Nous n'acceptons pas l'état de notre peuple, parce que nous avons des ambitions pour notre peuple. Nous ne pouvons pas accepter que notre peuple reste dans cet état. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette humiliation permanente, pour nous autres, c'est une souffrance énorme. Nous vivons avec cette douleur. Ça nous détruit, ça nous ronge. Je peux vous dire, je l'ai souvent dit, et je ne veux pas pleurer sur moi, mais ça fait des années que nous ne dormons même pas. Ça fait des années que nous avons perdu le sommeil à cause de la situation de notre peuple. Ce qui est la moindre des choses, selon nous. Mais combien d'Africains sont dans cette posture-là? Combien d'Africains sont dans cette douleur? Combien d'Africains vivent cette douleur de manière intense, de sorte à chercher des solutions matin, midi, soir pour ce continent? Nous avons sillonné l'Occident, l'Europe, pour voir des Africains leur parler, mais non, il n'y a rien.
Quand nous voyons les Africains, les gens viennent dire oui, oui. Mais à la fin, nous avons quoi? Rien du tout. Rien. Donc, je ne sais pas. Non. Franchement, normalement, tous les peuples se demandent pourquoi les Africains sont comme ça. Pourquoi est-ce que, en tout cas les peuples qui nous ont colonisés, qui nous ont détruits, ils s'étonnent même quoi, que nous n'avons pas, tu vois, cette rage-là, cette rage de vaincre, hein, cette rage de vaincre, ce courage. On ne lit pas chez l'Africain cette volonté, c'est-à-dire qu'on nous a cassés de l'intérieur, on nous a ruinés de l'intérieur, on nous a détruits de l'intérieur. Et, bon, quelque part, quand on prend conscience de ces situations, au lieu d'avoir une attitude de gens qui ont pris conscience, qui ont compris maintenant la situation et qui se disent que maintenant, c'est plus possible comme ça, donc on doit trouver d'autres Africains pour construire les instruments. Parce que quand on vous mène une guerre, si vous n'avez pas les outils pour faire cette guerre-là, vous allez faire quoi? Mais nous n'avons pas les instruments de guerre. L'instrument de guerre par excellence d'un peuple, c'est son organisation. Combien de gens nous avons trouvés au sein de notre peuple africain autour desquels nous nous sommes réunis, sincèrement. Hein? Des structures qui sont là depuis des années, comme le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, nous cherchons encore. Nous cherchons encore. Et c'est les vendeurs d'illusions qui profusent sur les réseaux sociaux, les vendeurs d'illusions, les grands discoureurs qui savent comment vendre leurs produits pour arracher des gemmes, des trucs comme ça. C'est qui ont pignon sur rue, qui emportent les gens. Et finalement, quand ils emportent les gens, on voit que progressivement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de populisme qui s'exprime, qui emporte la masse et concrètement, il n'y a pas de débouché parce qu'il n'y a pas un discours qui amène ces gens-là à participer ou à assumer les responsabilités. C'est-à-dire qu'on se présente plutôt comme le libérateur de l'Afrique. Le MOLTRA ne se présente pas comme libérateur de l'Afrique. Nous ne voulons pas ça. Nous ne sommes pas le Jésus du peuple noir. Non, non, nous ne voulons pas être dans ce rôle-là. Nous disons que c'est ensemble que nous devons faire les choses. C'est chacun à son niveau qui doit prendre ses responsabilités, propager le message, faire venir du monde au sein du MOLTRA et ensemble construisons cet outil de libération continentale. C'est ça notre stratégie. C'est ça le message. Il ne s'agit pas de nous positionner comme le libérateur futur du continent africain. Nous ne nous présentons pas comme le Marcus Garvey des temps modernes ou bien comme le Malcolm X des temps modernes qui veut mourir pour le continent africain. Non, non. Et ça ne va pas se passer comme ça. C'est lorsqu'il y aura une véritable dynamique populaire, un vrai mouvement populaire de libération, que les choses vont changer en Afrique. Tant que nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, avec l'idée centrale que nous devons absolument, en tant que génération actuelle, préparer l'Afrique de demain en transmettant à nos enfants les clés, les outils pour définitivement affranchir l'Afrique de la souffrance, de sa sujétion et programmer la sécurisation de la terre africaine en transmettant à nos enfants un continent libéré, eh bien nous n'irons nulle part. C'est tout. Dan Aido Wedo me dit, je me permets d'intervenir. Il faut se focaliser sur la jeunesse, les enfants de moins de 15 ans. Il faut leur donner une éducation 100% africaine, sans paradigme sérieux, sinon ça ne sert à rien. Ouais, oui. C'est une vision, c'est une vue, c'est quelque chose qui a été souvent dit aussi. Là aussi, les générations actuelles ne peuvent pas tout simplement déléguer aux générations futures le boulot, quoi. C'est pas possible. Chaque génération doit découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. Il ne s'agit pas juste de dire, bon, nous, notre rôle, c'est juste préparer les combats futurs. Non, notre rôle, c'est non seulement de préparer les combats futurs, mais aussi d'assumer le combat actuel, qui est le combat de la reconquête de l'espace africain. Parce que sinon, qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants?
pendant que l'école coloniale est en train de produire ces produits frelatés que sont les diplômés qui sont dans le système, qui renouvellent le système au quotidien. Quelle est la machine qui est à notre disposition pour contrecarrer de manière efficace ces instruments-là? Hein? L'instrument industriel de l'école coloniale qui produit des attardés mentaux et des déviants. Tout ça, c'est qu'à un moment donné, nous devons prendre la possession de l'appareil d'État. Nous devons arracher l'appareil d'État des mains de ceux qui le tiennent actuellement pour pouvoir réformer complètement l'école et positionner ainsi la jeunesse africaine pour les combats de demain. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est-à-dire que la génération de Chinois qui était au moment où la Chine était dominée a pris ses responsabilités, s'est sacrifié, s'est dit, nous allons faire en sorte que dans 100 ans, dans 50 ans d'abord, nous en ayons fini définitivement avec la colonisation, et puis dans 100 ans, nous allons devenir une puissance qui ne sera plus jamais embêtée par qui que ce soit. Donc, les générations actuelles de Chinois avaient d'abord assumé les responsabilités en se réunissant autour de Mao Tse-tung et ils ont reconquis leur pays. Et à partir de là, Mao et ses amis ont refondé l'école chinoise et ils ont programmé la Chine sur les 50 prochaines années pour la faire passer de l'état de suggestion à un état de puissance qui s'affirme sur la scène internationale. Et ça a donné le résultat que ça a donné. La Chine aujourd'hui est sur la scène internationale, elle est en train de peser énormément. Vous voyez? Donc, nous, notre rôle en tant que génération actuelle, nous devons identifier notre mission et l'assumer. Pas de la trahir. Nous devons l'assumer. Notre mission, c'est de mener la bataille de la reconquête de notre terre. Voilà. Parce que sans la terre africaine, rien ne changera. Et la génération actuelle, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas les instruments, elle n'a pas les instruments de pouvoir reconquérir la terre africaine. Si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous le refusons. C'est parce que nous n'avons pas le courage, c'est parce que nous n'avons pas la vision, c'est parce que nous sommes tétanisés par la peur. Nous sommes une génération de corrompus, nous sommes une génération de profiteurs, nous sommes amusés, il n'y a rien qui retient notre attention, nous n'assumons pas nos responsabilités, la petitesse nous convient finalement, et chacun essaye de trouver quelques petits artifices pour sortir de sa souffrance, etc., etc. Chacun a un plan individuel pour lui-même et pour ses enfants, au mieux des cas, si ce n'est pas pour lui-même, bon, pour ses enfants, construire maison, faire de petits trucs, chacun. Donc c'est comme ça que nous raisonnons. Or, ces raisonnements-là sont totalement aux antipodes de ce que le peuple africain devrait faire pour se sortir de la situation coloniale. Il faut une réflexion globale, une réflexion collective sur notre destin en tant que peuple. D'abord sur notre parcours historique, depuis la vallée du Nil jusqu'en Égypte antique en passant par les empires et tout le système colonial que nous avons traversé jusqu'à présent. Réfléchir sur notre période actuelle et, troisièmement, réfléchir sur l'Afrique que nous allons transmettre à nos enfants demain. Si nous avons ces trois périodes-là dans la tête, si nous avons mené une réflexion sur ces trois périodes, le passé, le présent et demain, nous ne pouvons pas nous contenter d'être dans cette petitesse actuelle où nous sommes complètement désorganisés, il n'y a aucune discipline, aucun sérieux, chacun fait son petit malin, les gros mots, bon, voilà, nous défions des choses que nous ne pouvons pas normalement défier parce que nous n'avons aucun instrument, nous n'avons aucun outil, tout le monde s'en fout, tout le monde veut fuir le continent, etc., etc. Bon, nous sommes dans ces choses-là, nous sommes dans le divertissement. Regardez sur la toile. De quoi parle-t-on dans la jeunesse africaine? Que des histoires de fesses, de sang, voir les fesses, le sexe, la outrance, des choses comme ça, la danse. Mais il n'y a que ça, le football, des choses comme ça. Regardez le cinéma africain, soi-disant. Le cinéma africain, soi-disant. Les soi-disant comédiens, là, il y a des gens maintenant, parce que chacun peut prendre son téléphone et faire un film ou bien une sorte de comédie. Les comédiens africains parlent de nos situations réellement ou bien ils parlent des femmes, un homme qui cherche des femmes d'autrui ou des choses comme ça. Ce n'est pas que des choses comme ça qu'on voit, des amusements comme ça. Est-ce que le cinéma ou bien le théâtre africain
forme la jeunesse africaine, essaye d'ouvrir les joies. C'est là qu'on sent qu'il y a une dynamique. On ne voit pas tout ça. Non. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ce n'est que des choses, des femmes, des hommes qui ont plusieurs femmes, bien qui vont chercher d'autres femmes à côté. Bon, je ne sais même pas. Des choses qui... Il y a un groupe là, je ne sais pas s'ils sont gabonais ou camerounais, je ne sais pas, ou congolais. Bon, avec un nain, il y a un nain, et puis bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des comédies ridicules, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. Bon, le nain, là, il y a des chaussures très grandes qu'il met. Bon, c'est des choses comme ça, non, franchement. Et avec ça, là, on peut aller où? Le cinéma et le théâtre doivent participer à l'éveil des consciences. Voyez? Donc là, bon, je ne sais pas. Donc, chaque génération doit assumer ses responsabilités. Merci, Matic Civilisation. Je voulais parler de Frantz Fanon, qui nous a exhortés, qui nous a appelés à assumer nos responsabilités et non à nous contenter de transmettre la mission aux enfants, à nos enfants tout simplement. Ça, c'est de l'irresponsabilité. En tant que parents, nous devons préparer le monde de demain à nos enfants. Et le monde de demain sera encore plus difficile que le monde actuel. Voilà. Donc, c'est à nous d'assumer nos responsabilités. Et le MOLTRA est fait pour travailler sur ces sujets-là. Donc, merci de nous rejoindre pour faire ce boulot. Dans Aïdo Wedo dit, lorsque les enfants sont informés de l'état de leurs ancêtres et qu'ils développent un sentiment de fierté, d'estime de soi, cela va favoriser l'amour et la collaboration avec leur père. Oui, oui, c'est vrai ce que vous dites. En faisant ce travail-là, parallèlement, nous devons, nous, en tant que les parents, en tant que la génération actuelle d'Africains, assumer notre responsabilité également. Le fait de former nos enfants ne nous dédouane pas de la prise de nos responsabilités face aux défis actuels. Parce que nos enfants, ils vont être confrontés à d'autres défis demain si nous ne les préparons pas aux défis de demain déjà. Donc, nous-mêmes, nous devons essayer de résoudre les défis qui nous confrontent aujourd'hui et préparer en même temps les générations futures à assumer leurs responsabilités dans le monde de demain parce que le monde de demain sera encore plus compliqué que le monde d'aujourd'hui. Matic Civilisation, c'est l'inverse. Ils encouragent la jeunesse africaine dans la bêtise et la dépravation. Absolument. Nous devons prendre conscience de la situation qui est la nôtre. Bon, déjà, il y a une chose qui est toujours marquante sur cette page, c'est que, voilà, nos vidéos, c'est 9, 10 personnes, 11, 12, bon, voilà, 6 j'aime. Bon, quand vous allez voir d'autres vidéos, les vidéos d'amusement, bon, vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a, le nombre de partages, le nombre de j'aime, etc. Bon, voilà, c'est... Ça aussi, c'est une réalité. Donc, moi, j'observe que, de toutes les façons, pour le moment, la jeunesse africaine, en tout cas le peuple noir, c'est un peuple mort. Ce peuple est un cadavre errant. Nous bougeons encore, mais c'est du bougisme que nous faisons du surplace en réalité, il n'y a rien qui progresse. Si vous faites le bilan de 2000 à aujourd'hui, vous allez vous demander quelles sont les grandes étapes que nous avons franchies, quels sont les instruments dont nous nous sommes dotés sur les 3 dernières années. Il n'y a pas, hein? C'est ça la réalité. Même si certains vont dire non, 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 il y a eu un grand progrès, regardez, nous avons des panafricanistes, tout ça, bon, qui a des discours, des vidéos, etc. Oui, oui, ça a toujours existé. Nous tenons ce discours depuis 20 ans. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous n'avons pas réussi à nous doter des structures de combat pour gagner progressivement de l'espace et du terrain. Des gens vont nous dire, oui, oui, il y a le Mali, il y a le Burkina, donc oui, oui, très bien, très bien. Mais tout ça reste très fragile, même si ce sont des choses à encourager absolument. Mais la réalité va au-delà de ça. Hein. Donc, notre peuple est très petit, nous sommes très petits encore dans l'histoire, et notre situation ne va pas s'arranger si nous restons dans cette position figée, où nous n'intégrons pas des structures
tel que le Mortra, et que nous allions chercher du monde, parce que le message du Mortra consiste à dire aux Africains d'aller chercher d'autres Africains pour que nous puissions véritablement commencer par une structuration. Donc le Mortra, c'est d'abord l'idée de trouver des ressources africaines pour nous structurer, nous organiser, former les gens à l'action révolutionnaire et les outiller à la reconstruction de l'Afrique, parce que demain, nous allons reconstruire ce continent. Nous avons plein de problèmes à résoudre. Nous avons des problèmes de l'habitat, problèmes d'aménagement de l'espace africain. Nous avons des problèmes de soins de santé. Nous avons des problèmes d'éducation à résoudre. Nous avons des problèmes d'infrastructures de transport, routière, infrastructure ferroviaire, infrastructure aérienne et infrastructure fluviale, etc., etc. Nous avons l'ensemble de ces instruments-là à construire en Afrique. Mais comment le faire si la terre africaine ne nous est pas revenue dans les mains? Comment le faire si la terre africaine continue d'être en possession des dirigeants fantoches qui nous sont imposés? Comment reconstruire l'Afrique si le continent africain continue d'être dirigé par des gens sans tête ni queue qui s'affirment comme des dirigeants de l'Afrique et qui aujourd'hui même font main basse sur le discours panafricaniste et se proclament panafricanistes devant nous comme pour nous faire un joli pied de nez, où ces gens-là se sont accaparés le discours panafricaniste pour le dévier et ainsi tromper la jeunesse africaine et le peuple africain en se positionnant, en se présentant comme des gens qui défendraient les intérêts de notre peuple, alors que ces gens sont plutôt des assassins du peuple noir, sont plutôt des assassins de l'idée panafricaniste et des gens dont la seule présence sur le continent africain au pouvoir signifie clairement l'absence de panafricanisme, d'idées de panafricanisme en Afrique. Signifie la mort de l'idée panafricaniste en Afrique. Donc, ces gens sont des imposteurs, ces gens sont des criminels, ces gens sont des criminels endurcis. Ces gens sont ceux qui maintiennent le système colonial dans sa forme la plus brutale. Et ce système risque de continuer si notre peuple n'assume pas ses responsabilités, précisément au travers de sa jeunesse qui doit sortir de l'amusement, de toutes les diversions, de tous les divertissements, de tous les amusements, de tout l'abêtissement, de tout ce qui peut l'amener à la déviation et à être dévié de ses responsabilités, de son devoir. Parce que la réalité, c'est que quand un peuple est tombé sous la domination d'un autre, c'est d'abord les jeunes de ce peuple-là qui doivent faire le point, mener le combat et gagner le combat. Redresser la situation, ce ne sont pas les vieillards qui vont lutter pour la libération du continent africain. C'est les jeunes, ce sont les jeunes africains. Ce sont les jeunes, c'est la jeunesse africaine qui doit mener cette bataille-là. Pour le moment, cette jeunesse africaine ne s'assume pas. Pour le moment, elle ne s'assume pas, elle n'assume pas ses responsabilités, elle divague, elle est dispersée, elle est désorganisée, elle est enjouée, elle s'amuse, elle rigole de la situation, elle fuit ses responsabilités, elle ne veut pas les prendre, elle ne veut pas les assumer, elle ne veut pas se faire former, elle ne suit pas les leaders qu'il faut. Cette jeunesse est adepte au populisme, cette jeunesse a baissé les yeux. Non, la jeunesse africaine ne doit pas baisser les yeux. La jeunesse africaine doit se redresser. Elle doit comprendre que c'est elle qui est la solution pour notre continent. Et que dans sa position de faiblesse, d'amusement, de divertissement à outrance, de sexe à outrance, eh bien, elle n'est pas en train de rendre service à notre peuple. Et qu'elle est en train de contribuer à la souffrance de notre peuple. Cette jeunesse est en train de contribuer à la pérennisation de la situation coloniale de notre continent. Voilà pourquoi la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Elle doit s'assumer. Elle doit lever la tête. Elle ne doit plus baisser les yeux. Elle ne doit pas envisager l'avenir du continent africain dans la petitesse. Elle doit voir la grandeur de ce continent. Elle doit voir que le peuple noir, c'est le peuple premier et que ce peuple est doté de tout pour redevenir grand. Et pour y arriver, il va falloir mener la première bataille qui s'impose à nous.
La première bataille qui s'impose à nous, c'est la bataille de la reconquête de la géographie africaine en chassant les dictateurs africains. Si nous faisons ça, nous sommes capables de redresser ce continent. Nous sommes capables de reconstruire l'Afrique et nous sommes capables de positionner l'Afrique sur la scène internationale où personne ne peut plus jamais se moquer des Africains, les traiter de tous les noms d'oiseaux, les inférioriser, nous raciser, nous maltraiter, nous humilier, nous ridiculiser. Non, l'Afrique est un continent qui a tous les atouts de la grandeur, mais il nous manque des dirigeants patriotes. Il nous manque des dirigeants patriotes, des dirigeants qui aiment ce peuple et qui veulent penser les plaies de ce peuple, qui veulent soigner les blessures de ce peuple, qui veulent soigner les traumatismes. Regardez notre peuple. Notre peuple est traumatisé sur tous les plans. Le peuple africain est traumatisé sur tous les plans. Nous sommes altérés. Notre personnalité, la personnalité africaine est altérée. Les Africains ne savent plus qui ils sont. Nous avons perdu tout, notre culture, de notre culture jusqu'à nos prénoms, nos noms même. Tout a été changé, nos langues jusqu'à l'économie. Nous avons tout perdu. Les structures politiques africaines ont été détruites. Et on nous a imposé une fausse démocratie qui nous trompe. Une démocratie trompe l'œil. On nous ment à longueur de journée sur tout. Tout est détruit. La chefferie africaine est détruite. Et ce qui reste de la chefferie africaine est corrompu. C'est tout ça qu'il faut restaurer. Il faut restaurer l'Afrique. Il faut restaurer l'identité africaine. Il va falloir restaurer l'identité africaine. Il va falloir restaurer la personnalité africaine. Mais avant tout, la première des choses à faire, c'est d'abord reconquérir la terre africaine pour que la terre africaine revienne au peuple africain. Ce n'est que comme ça que nous allons reconstruire le continent. Parce que sans avoir la terre, nous ne pouvons pas reconstruire la maison qui est détruite. Nous ne pouvons pas reconstruire la maison africaine qui est détruite tant que la terre africaine va nous échapper. Donc le combat, il est entier, il est total. Et nous ne pouvons pas le mener si nous n'avons pas encore fait le travail d'organisation. Le travail d'organisation suppose que nous nous rassemblions et que nous nous répartissions les tâches, les travaux, que chacun prenne la part qui doit lui revenir et que ensuite nous puissions travailler en bonne intelligence, dans la discipline, dans le sérieux, que chacun devienne sérieux, que le sérieux regagne nos rangs et que nous puissions travailler en rendant compte du mandat qui nous a été confié, en conjuguant l'ensemble sous la conduite d'un leadership patriote, des gens qui aiment profondément ce peuple. Ce n'est que comme ça que nous allons résoudre le problème africain. Mais si nous pensons que le problème africain sera résolu d'une autre manière, nous nous trompons. Nous ne faisons que prolonger la souffrance de notre peuple. Si nous pensons que les BRICS ou bien je sais qui va venir nous aider, tout ça c'est faux. C'est faux. Sur la scène internationale, tout ça ne joue pas. Donc, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités, les assumer pleinement. Encore une fois, le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale, et pour la reconstruction de l'Afrique, nous sommes à disposition. Je ne cesse de lancer ce message. Nous sommes à disposition. Si vous nous sollicitez, vous nous trouverez à vos côtés. Nous serons là pour vous aider, pour vous former. Il y a des choses que nous ne disons jamais sur Internet, pour des raisons que vous devinez. Mais si nous nous voyons, si nous nous trouvons, eh bien, nous allons pouvoir parler à cœur ouvert, nous allons pouvoir aller au-delà des messages généraux que nous véhiculons sur les réseaux sociaux et nous allons passer à la phase pratique. C'est la phase pratique qui nous fait défaut. Nous bavardons beaucoup. Nous sommes sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Nous disons tout ce que nous voulons et concrètement, l'action ne suit pas. Eh bien, il va falloir inverser cette tendance-là. Privilégier plus l'action pour que l'action parle pour nous et non parler de l'action sans la réaliser. Donc, chers amis, merci beaucoup. Nous sommes à disposition. Bonne soirée. À très bientôt.